Bastien Lefebvre, vous êtes habitué à le voir pour la plupart d'entre vous. Bon, j'ai pris quelques notes, puisqu'il a soutenu une thèse de doctorat en histoire. C'était il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, 2008. Mais bon, vous allez voir aussi le lien, puisqu'en fait il est toujours dans la même lignée, puisque le sujet c'était la formation d'un tissu urbain dans la cité de Tours. Ensuite, bon, il est maître de conférence à Toulouse depuis 2009 en histoire de l'art et archéologie du Moyen-Âge. Et en 2012, il est arrivé à Moissac pour étudier l'église Saint-Martin. Donc il s'est intéressé bien sûr à l'histoire de cet édifice, mais aussi et notamment à la transition entre le balnéaire gallo-romain et l'église chrétienne. Comment s'est faite cette transition? Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce sujet, et c'est pour ça que j'ai pris mes notes, il faut aller sur internet, vous tapez Université numérique des humanités, et là, en cherchant sur Saint-Martin, il y a un web documentaire qui a été réalisé avec Bastien Lefebvre, qui explique, qui fait une étude du bâti de cet édifice, et c'est très intéressant. Il y a des reconstitutions en 3D de l'édifice gallo-romain. Je vous invite vraiment à aller surfer sur l'Université numérique des humanités. Et après, si l'archéologie vous passionne, si Bastien Lefebvre vous a convaincu, vous pouvez aussi aller sur internet, sur le site de France Culture, et écouter un podcast, une rediffusion du cours de l'histoire sur une cité médiévale. En tapant Bastien Lefebvre, vous le trouverez. J'ai vu ça ce matin. Donc j'ai pas pu l'écouter encore, mais je l'écouterai. C'est très intéressant. Il intervient avec une historienne de l'art et une historienne, si je ne me trompe pas. C'est ça. Sur les villes médiévales. Donc voilà, je lui laisse la parole. À la fin, bien sûr, en échange, vous pourrez poser des questions. Et à la sortie, il y aura du jus de pomme et du café pour ceux qui le souhaitent. Merci Loïc et merci à toutes et à tous d'être venus m'écouter pour en savoir un peu plus, parce qu'il y en a qui en savent déjà un peu, je suis sûr, puisque je reconnais des têtes. Il y a des fidèles qui viennent chaque année écouter le bilan des découvertes faites l'année précédente. Donc voilà, on ne change pas nos habitudes, et donc cette année, je vais vous présenter, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on a fait en 2019 à Moissac. Il y a plusieurs opérations qui ont été menées, certaines nouvelles, on va en parler, et puis d'autres qui n'étaient pas achevées, qui ont continué. Donc je vais vous faire un point sur l'ensemble de ces travaux. Alors pour situer les choses, donc j'ai mis une carte ici avec les observations, les interventions archéologiques qui ont d'ores et déjà été menées à Moissac. Donc il y a l'opération, c'est dans l'ordre, on va dire, c'est de gauche à droite. Vous avez l'intervention réalisée autour de l'église Saint-Martin. Loïc vous en a parlé à l'instant. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter ces choses-là. Vous avez en bleu, vous avez les observations qui ont été faites il y a très longtemps par Armand Viré. Là aussi, vous le connaissez, on en a déjà parlé. Vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, certaines interventions, puis d'autres où la documentation est beaucoup plus faible et c'est beaucoup plus difficile d'en tirer quelque chose. De nombreuses opérations, ça vous les connaissez plus ou moins autour de l'abbaye Saint-Pierre. Et puis en rouge, vous avez d'autres interventions, une faite par un collègue de l'INRAP au niveau de la Banque Populaire, ici, dont il m'a dit qu'il avait eu les dernières études, donc il va pouvoir faire son rapport là. Et donc moi je suis très attentif de ça, parce que grâce à son rapport, grâce à la synthèse qu'il va pouvoir produire sur cette petite fouille, eh bien on va avoir des points de comparaison avec les opérations que j'ai menées. Donc celle du parking de la rue des Mazelles, vous en souvenez, je l'ai déjà présenté l'année dernière, puis ça nous a occupé quelques années. Je vais juste refaire un petit lien avec ce qu'on a fait cet été tout à l'heure. Une opération aussi dont je parlerai parce qu'il y a un petit peu d'actualité dans l'îlot Tourneuve. C'est une maison en pan de bois dans laquelle on a fait des sondages et on a étudié la maison avec une problématique particulière. Vous connaissez cette zone-là, c'est dans la continuité d'où on est, près du train. Il passait pour nous faire l'écho tout à l'heure. Ce sont des maisons qui sont construites contre le rempart de la ville. C'est ce qu'on dit, et vous allez voir...
c'est un vrai suspense. On a quelques éléments nouveaux. Et puis donc l'opération qu'on a réalisée cet été, donc dans l'îlot des Tourneurs. Alors, oui, ce que je dis souvent, je suis pas bien malin parce que îlot Tourneuve, îlot Tourneur, bon, je me trompe très souvent, hein, donc j'espère, je vais me concentrer, mais j'espère que vous arrivez à rectifier si je me trompe. Voilà, derrière la poste. Alors, l'opération la plus importante, l'opération archéologique la plus importante qui a eu lieu à Moissac maintenant, on peut dire que c'est celle qui fait la somme de l'ensemble des interventions qui ont été réalisées pendant 4 ans dans le parking de la rue des Mazelles. Donc entre 2015 et 2018, il y a toute une série, enfin il y a 4 séries d'opérations qui ont été menées. Alors là, c'en est une. Donc on est dans ce secteur-là, vous vous souvenez. Voilà, donc ça c'est la synthèse de tout ce qui a été ouvert. C'est pas très grand par rapport à beaucoup d'opérations qui sont faites en ville, mais à Moissac, il y a eu très peu d'opérations archéologiques de grande importance. Et finalement, c'est celle-ci qui donne le plus de renseignements sur le passé ancien concernant l'agglomération de Moissac. Alors, juste un petit rappel, ou pour ceux qui n'étaient pas là peut-être l'année dernière et qui ne se souviennent pas exactement qui connaissent pas exactement ce qui a été découvert. Alors, la principale information, c'est de dire qu'à Moissac, l'épaisseur des niveaux archéologiques, elle est très importante. C'est déjà ce qu'avait observé Armand Viré. Il avait fait un sondage incroyable, il avait fouillé jusqu'à 9 mètres de profondeur. À la fin, ça faisait plus qu'1 mètre carré parce qu'il était parti comme ça, puis ça finissait... bon, c'était très très dangereux sans doute, mais bon, il a réussi à faire des observations et il montrait qu'il y avait des dépôts archéologiques très importants. Alors nous, on n'a pas pu aller à 9 mètres de profondeur, on est allé qu'à 3,50 mètres de profondeur, pour des raisons de sécurité, et ça nous a permis de mettre en relation donc, des petites fenêtres d'observation, les unes avec les autres, et de s'apercevoir qu'on avait, dans l'emprise du parking de la rue des Mazelles, une zone humide. Donc, on sait qu'il y a un marais à l'emplacement de Moissac, ça on a fait d'autres observations, notamment des carottages là, qui peuvent aller bien plus profond pour le dire, donc ça c'est sûr, il y a un marais, donc ce que disait Armand Viré, et ce que la tradition dit de Moissac, c'est juste. Simplement, ce marais, il a fonctionné jusqu'à un moment où il a été un peu, si vous voulez, aménagé pour faire une sorte de prairie très très humide, peut-être avec des fossés, des remblais. Vous voyez, un aménagement. C'est très humide, mais on peut vivre à l'intérieur, construire. Donc ça, c'est à partir de l'an 1000. Et donc on avait vu différents aménagements de cette nature-là. Alors c'est à chaque fois difficile à interpréter parce que c'est petit, on a des toutes petites fenêtres d'observation, mais on avait pu observer ces éléments-là. Donc ce qui ajoutait un peu de complexité par rapport au développement urbain, parce qu'on sait qu'au XIIe siècle, par d'autres sources que l'archéologie, les sources écrites par exemple, ou les sources architecturales, quand vous regardez au XIIe siècle à quoi ressemble l'abbaye, il y a déjà un tas de choses qui existent. Donc une histoire un peu plus complexe, on n'a pas un marais avec rien, puis d'un seul coup plein de choses, il y a des transitions, des phases plus subtiles entre les deux. Donc les premiers temps sur le parking de la rue des Mazelles des aménagements, donc justement on les date de la fin du XIIe siècle, et on a fouillé l'intérieur d'un bâtiment, alors qu'on a du mal à identifier, peut-être une bergerie, et puis des niveaux extérieurs, donc des niveaux qui ne sont pas forcément faciles à identifier. Vous voyez ici, on a une palissade, donc on a une structuration de l'espace. Vous noterez d'ailleurs que cette palissade, elle n'est pas très loin d'une ligne parcellaire actuelle, donc peut-être avec déjà un découpage parcellaire, une organisation des terrains figée par rapport à aujourd'hui, des choses qui peuvent remonter donc assez loin. Surtout, l'opération avait permis de donner beaucoup de renseignements sur la vie quotidienne. Qu'est-ce que faisaient les gens, quel était leur niveau de vie, excusez-moi, quel était leur niveau de vie. Donc on a trouvé beaucoup de poteries qui montrent donc toutes les comment ils stockaient leurs denrées, comment ils consommaient leurs denrées, des vestiges des denrées elles-mêmes aussi. Donc essentiellement des éléments de rejet, c'est ce que les gens, c'est les poubelles, ce que les gens ils ont jeté, parce qu'en fait ils jetaient leurs ordures autour de chez eux. En fait ils faisaient des espèces de grands terrains vagues où ils jetaient des choses
autour d'eux. On ne sait pas trop si c'est vraiment directement associé à la maison ou si c'est des zones réservées pour cela. Et là, on voit beaucoup de choses, des préparations alimentaires. Donc, on voit que les os, ils ont été, on a récupéré la moelle pour faire des bouillons, etc. On voit tout ça, ça a été étudié finement, mais aussi des choses un peu de la boucherie un peu plus grossière, qui se faisait sans doute à l'échelle domestique. Rue des Mazelles, les Mazelles sont les boucheries, mais on n'a pas d'activité de boucher ici. C'est vraiment les activités que font les gens chez eux. Quand on a fouillé, au début, on a trouvé, on a trouvé des fragments de crâne de moutons. On se disait, mais il y a des boucheries, parce que rejeter un crâne de mouton, c'est c'est une activité particulière. Et en fait, l'étude a montré qu'il n'y en avait pas tant que ça, donc c'est pas des activités de boucherie, c'est plutôt que des gens devaient acheter une tête de mouton chez le boucher, et puis ils devaient la couper pour récupérer la cervelle à manger. Donc vous voyez, donc c'est des activités qui se font à l'échelle domestique. Pour d'autres indices de la vie quotidienne des gens, des chutes d'objets en cuir. Donc les gens devaient fabriquer des objets en cuir, mais aussi des objets qu'ils ont sans doute achetés et puis qu'ils ont jetés parce qu'ils étaient trop usés, comme ça parle tout seul, cette semelle de chaussures très usée, vous voyez, et donc elle était usée, donc ils l'ont jetée. Donc voilà, donc on arrive comme ça à avoir une image de cette population qui n'est pas une population très favorisée, mais qui n'est pas non plus une population misérable, des gens qui font un petit peu d'activité de production, donc ils font un peu de tissage, ils travaillent un peu le cuir, mais pas à des échelles importantes, donc sans doute à l'échelle domestique. Des gens pour eux-mêmes fabriquent quelques bricoles, si vous voulez, utiles pour leur quotidien, et puis ils s'approvisionnent aussi ailleurs. Au XIIIe siècle, l'espace est réaménagé. Il y a un bâtiment construit sur un petit muret de briques qui est aménagé ici. Et puis, je vous en avais parlé l'année dernière, c'est vraiment la superbe découverte de la fouille des Mazelles. On a été mis au jour ici les vestiges d'un pressoir. Donc, toutes ces structures en bois, là, c'est un petit peu difficile à comprendre comme ça, mais en fait c'est des systèmes d'accroche de la vis du pressoir. Vous savez, quand on visse pour les grands pressoirs à levier, là, quand on visse, ça force, et à Moissac, comme c'est argileux, si on force dans de l'argile, ça s'enfonce, sauf si on met en place ce système-là. Et puis pareil, quand on dévisse, ça tire, sauf si on met en place le système qui est ici. Donc vous voyez un pressoir de cette nature-là, très grand, un pressoir de presque 7 mètres de long. Vous en avez un à côté du pont Valentré à Cahors. Oui, il y en a un. Côté vide. Alors là, il a été daté, puisque le bois est conservé, on a pu le dater grâce à cette méthode. Vous connaissez la méthode des cernes de croissance des bois, qu'on appelle la dendrochronologie. On a pu le dater de la fin du XIIIe siècle. C'est vraiment quelque chose de remarquable, d'assez unique. Par contre, les occupations les plus récentes, les occupations de ce qu'on appelle l'époque moderne, donc c'est après le Moyen-Âge, entre le Moyen-Âge et puis la Révolution, et même après la Révolution, donc pour le 19e siècle, eh bien, sont assez peu représentées, parce que quand a été aménagé le parking de la rue des Mazelles, avant il y avait des maisons, vous le savez, vous les avez peut-être connues, ces maisons. Quand ont été détruites les maisons, on a aussi retiré une partie de la terre, et donc on a râpé, si vous voulez, plein de couches archéologiques, qui sont les couches archéologiques les plus récentes, puisque vous savez que plus on est haut, plus on est récent, et plus on est bas, plus on est ancien. Donc voilà, on a quelques éléments. Alors le problème avec cette fouille, c'est que ça a donné beaucoup de choses, mais qu'on n'avait pas fouillé véritablement l'intérieur d'une maison. Le bâtiment que je vous ai montré ici n'est pas franchement une maison, et on avait très peu d'éléments d'aménagement à l'intérieur, il n'y a rien. Et puis, par contre, on avait beaucoup d'informations sur les abords de la maison. L'autre problème, c'est que c'est à peu près la seule fouille qui a été réalisée. C'est difficile, on ne peut pas comparer avec Saint-Martin, c'est une église, c'est pas les mêmes choses. On ne peut pas comparer avec les fouilles d'Armand-Viré, c'est trop ponctuel, c'est documenté trop anciennement. Ça a presque il y a certaines opérations qu'on s'entend. Et puis la fouille de Patrice Georges, je vous ai dit, la banque populaire, c'est pas encore, il n'y a pas encore de données. Donc voilà, il fallait pouvoir comparer, d'où
l'idée de conduire de nouvelles opérations pour avoir des points de comparaison, pour pouvoir mettre en perspective les données, notamment du parking de la rue des Mazelles. Alors vous voyez, j'ai mis une clé. Est-ce qu'on va avoir la clé? La réponse, voilà. Alors, c'est pas facile de fouiller en ville. C'est facile de fouiller en ville dans des villes où il y a des projets d'aménagement. On va construire des immeubles avec des parkings souterrains, où on va construire, on va démolir des caves, on va faire des gros travaux. Vous savez qu'à Moissac, il n'y a pas de gros travaux qui se font à l'intérieur de la ville. Il y a des travaux qui se font autour de l'abbaye, il y a des travaux importants qui se font parfois, mais ce sont des travaux qui concernent surtout les surfaces. On ne va pas à 3,50 m de profondeur. Vous n'avez pas vu de chantier comme ça récemment. Il y en a eu, il y en aura sans doute dans le futur, mais il n'y en a pas beaucoup. S'il y en avait, on ferait appel à de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'il y aurait des équipes d'archéologues qui viendraient fouiller avant qu'on démolisse le sous-sol qui est susceptible de donner des informations sur la ville. Bon, ça se fait pas. Donc il faut y aller de manière volontaire, fouiller de manière volontaire dans la ville, mais il faut trouver un emplacement. On ne peut pas fouiller, on ne peut pas dire tiens je vais fouiller là, mais non, ça appartient à quelqu'un utilise ce terrain pour telle ou telle chose. Déjà il y a beaucoup de maisons à l'intérieur de Moissac, des espaces publics, c'est pas évident. Il y avait quand même un secteur que j'avais repéré, je suis à l'affût de ces secteurs-là, un secteur que j'avais repéré, donc rue des Tourneurs, je ne me suis pas trompé, donc effectivement derrière la poste, je ne sais pas si vous connaissez ce secteur-là, il y a un petit îlot, il y a le Crédit Agricole qui est ici, un petit îlot, alors ça ne paye pas de mine, hein. Il y a, c'est plus ou moins abandonné. Il y a des maisons qui sont pas très jolies, vous voyez. C'est pas. On est dans un secteur pourtant très intéressant puisqu'on est dans un secteur qui est proche de l'ancien château de Moissac. À Moissac, il y avait un château. Alors il n'existe plus. Il a été détruit au XVIIIe siècle quand on a construit la gendarmerie, qui est pas la gendarmerie d'aujourd'hui, hein, mais je crois que c'est pas une maison de retraite, non? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oui, c'est ça. Une maison. D'accord, voilà. Ce château, il est très mal documenté. On sait qu'il était dans ce secteur-là. Et donc l'îlot où nous on a travaillé, c'est celui-ci. Hein. Donc on n'est pas dans le château, mais on est juste à côté. Vous voyez, le château, il est représenté ici. Hein, c'est la tour qui est représentée ici. C'est sans doute la tour qui est représentée là. Donc on est dans un autre pôle de la ville, on va dire à proximité du château et plus à proximité de l'abbaye comme pour la rue des Mazelles. Donc l'idée c'était aussi d'avoir des points de comparaison. Alors, on a travaillé dans un secteur qui n'avait plus de maisons, puisque en fait, toutes les maisons qui étaient ici étaient en très mauvais état, et elles ont été démolies en 2016, enfin en plusieurs temps, mais en 2016 elles ont été démolies, et aujourd'hui c'est un petit parking un peu sauvage pour les gens qui habitent autour, et donc on a profité du fait qu'il n'y ait pas trop d'aménagement pour réaliser donc la fouille que vous voyez ici, mais aussi l'étude de ces maisons un peu banales, on va dire, un peu ordinaires qui sont ici. Alors vous avez une vue de la petite place qui est ici. Alors la maison que vous voyez ici n'existe plus, c'est celle qui a été démolie et c'est dans cette emprise-là qu'on a fouillé. Il y a pourtant eu des travaux importants qui ont été réalisés ici. C'est la construction du Crédit Agricole qui est ici. Vous voyez la construction du Crédit Agricole, vous voyez, j'ai récupéré des photos anciennes où on le voit. Ici, on voit les bâtiments qui existaient avant qui ont été démolis. Mais là, à l'époque, il n'y avait pas d'archéologie. On faisait des travaux, on creusait, mais il n'y avait pas de suivi archéologique. Donc il y a des gens qui me disent « Ah, je me rappelle, il y avait un gros mur. » Et il y avait un gros mur, mais un gros mur de quand, de quoi voilà. Alors si vous avez des informations, si vous avez des photos même, je suis intéressé bien sûr, mais c'est un peu difficile de reprendre le dossier, l'étude. Donc nous on s'est attaché donc à ce secteur-là. Donc vous voyez les bâtiments avant leur démolition, vous voyez à quoi ils ressemblaient, ils étaient en très très mauvais état, ils n'avaient pas une qualité architecturale très remarquable et c'est pourquoi il a été choisi de les démolir plutôt que de les restaurer, ce qui aurait coûté extrêmement cher. Voilà, donc ils ont été démolis ici. Donc comme d'habitude, quand j'interviens sur un site, je regarde d'abord ce qui est évident à regarder, c'est-à-dire les choses conservées en élévation.
Et donc on a essayé d'aller un peu au-delà de l'approche de regarder la façade comme ça, puis de voir qu'il y avait du pan de bois, puis de voir qu'il y avait peut-être des anciennes ouvertures. Donc on a utilisé, ceux qui m'ont déjà entendu présenter connaissent ces images un peu bizarres là, avec ces couleurs très flash, là, très acides. Ça correspond en réalité à des vues faites à la caméra thermique. C'est un appareil qui permet d'enregistrer les différences de chaleur et de voir au-delà, enfin parfois au-delà des enduits. Vous voyez, là on arrive à voir très bien, alors ce ne sont pas des pierres, ce sont des briques, ce sont des parpaings. Donc c'est toute la reconstruction en parpaing qui est sous cet enduit gris que vous avez ici, et on arrive très bien à le voir. On arrive aussi à voir des choses un peu plus subtiles comme des arcs. Vous voyez, il y a un arc ici, et puis il y a toute une reprise en briques, et en fait c'est l'arc qui est ici. Donc on s'aperçoit que il y a une histoire beaucoup plus complexe, et que derrière cette maison avec ses enduits pas très jolis, il y a peut-être des choses à gratter pour faire sans enlever les enduits, je veux dire, pour aller plus loin, on va dire, dans l'étude, et que ça peut nous apporter peut-être des choses finalement assez intéressantes pour comprendre la formation du tissu urbain, comment les maisons ont été mises en place, à qui elles appartenaient, quelles étaient les activités des gens, comment la ville s'est développée. C'est toujours ça qui nous intéresse depuis plusieurs années. Alors l'étude n'est pas facile. L'étude n'est pas facile parce qu'à l'intérieur, c'est dans un état particulier. Il y a ça n'a pas été vidé. Il y a à peu près ça de fientes de pigeons partout. C'est très encombré, c'est très difficile de faire quoi que ce soit. On persévère, on y va quand même, il faut bien. Et donc on a pu regarder, on a ciblé, on sait quoi regarder. Et on ne va pas regarder, vous voyez là en retour, il y a un mur avec des parpaings de briques, on note parpaing de briques, puis c'est tout, on ne va pas regarder exactement les choses. Voilà. On cible, donc on s'intéresse plutôt à ces structures-là, et on s'intéresse particulièrement aux structures en bois, parce que le bois, je vous l'ai dit, on peut le dater assez précisément, parfois à l'année près, et donc on a réalisé dans cette maison, qui n'est ni inscrite monument historique, ni classée monument historique, c'est la maison vraiment ordinaire, on a réalisé des prélèvements. On a fait des petits carottages dans le bois, tout petit, et c'est en cours d'étude. Alors, je ne peux pas vous dire de quand date cette maison, mais c'est en cours d'étude, et bientôt on pourra dater cette maison, dont on sait, grâce à l'examen global, que la partie en pan de bois a été posée sur une construction plus ancienne, elle-même disposant de plusieurs états. Donc quand on aura la date du pan de bois, on saura que cette construction, elle a été faite sur les bases d'une maison plus ancienne, et on saura de quand elle est plus ancienne. Enfin, elle est plus ancienne de quelle date plutôt. L'étude de bâti, on l'a étendue à tout l'îlot. Alors toutes les maisons ne méritaient pas dans l'îlot d'avoir une étude de bâti. Il y en a, c'est des maisons reconstruites dans les années 60, ça nous intéresse moins, il n'y a pas de profondeur historique comme ce qu'on cherche à observer. Donc néanmoins, il y a certaines parties, vous voyez ici, alors c'est tout en briques, et on arrive à décrypter, à décortiquer les éléments. On voit des collages, vous voyez, un mur qui s'appuie contre un autre, un enduit qui recouvre ça, mais qui est recouvert par l'autre mur. Voilà, c'est un travail très long, très, très fastidieux, mais qui donne des résultats pour la compréhension globale. Et puis surtout, ça permet de faire le lien entre les observations faites en sous-sol et les élévations. Et là, on a une lecture complète, une lecture totale, on pourrait dire, une lecture archéologique totale. Vous avez deux flèches ici, une qui indique un petit bout de mur qui est ici, là, vous le voyez, il est fait de quelques assises de briques, et en fait, c'est la suite du mur que vous voyez ici qui a été détruit. Le mur, il a été détruit, mais un peu conservé en élévation, il a été détruit ici, mais un peu conservé en sous-sol. Donc ça nous permet de faire le lien et d'avoir une lecture globale de l'occupation bâtie et non bâtie. Donc on a fait, on ne savait pas trop où aller, on n'allait pas commencer à faire un grand chantier archéologique, parce qu'un grand chantier archéologique, ça prend beaucoup de temps, donc ça prend beaucoup d'argent, parce que quand on sort des objets archéologiques, des données archéologiques, il faut les traiter après. L'opération sur le terrain, ça coûte pas si cher que ça prend pas tant de temps que ça. C'est toute l'étude qu'il faut faire après qui est la plus coûteuse au final. Donc on a commencé petit, prudent, et donc on a ouvert
un carré de 25 mètres carrés, donc 5 mètres de côté. Voilà, on a ouvert à la pelle mécanique. Et puis on a dégagé un certain nombre de structures. Alors, les années précédentes, quand je vous présentais les résultats d'une opération de fouille, je vous présentais les choses dans l'ordre chronologique, les choses les plus anciennes, puis comment elles avaient été transformées au fur et à mesure du temps. Là, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai du retard. Je n'ai pas fait tout le travail de synthèse encore sur ce site. Donc je vais vous le faire comme si vous étiez, vous, les archéologues qui découvriez le site. C'est-à-dire, on va commencer par la pelleteuse, qui a enlevé le goudron qui était ici, enfin les chefs de ciment qui étaient ici, et puis on va remonter le temps, on va voir, faudra être patient, parce que même si on est curieux, parce qu'on va aller doucement vers le plus ancien. Alors les structures qu'on a d'abord découvertes, ce sont les structures, vous en doutez, les plus récentes, celles qui ont été aménagées il y a le moins de temps. Néanmoins, on a réussi à avoir une séquence, je l'ai noté ici, une séquence chronologique, donc des informations sur environ 900 ans, ce qui est quand même très important, sur 3,50 mètres de profondeur, sachant qu'on n'est pas arrivé au fond, et j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, les structures les plus récentes, de manière classique, c'est ce qu'on appelle des fosses de latrines. Fosse de latrine. Donc vous avez ici une fosse qui est aménagée en briques. Alors normalement elle était enterrée. Nous, on a d'abord enlevé la terre qui était autour pour des raisons de commodité, mais il faut imaginer qu'on avait une fosse dont les parois étaient faites de briques et qui servait à recueillir les excréments. Il y avait un tuyau sans doute qui permettait de... Vous savez, il y avait un trou dans la maison à l'étage, et puis on jetait les pots de chambre, etc. Puis ça tombait dans un tuyau, et dans cette fosse, une fosse septique si vous voulez, qui était ici, et puis on jetait aussi des détritus variés de la maison, puis on la vidangeait, et puis il y a un beau jour où on n'a plus voulu de cette fosse, donc qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a jeté plein de gravats à l'intérieur pour la remplir, On en avait déjà trouvé sur le site de la rue des Mazelles, vous voyez, elle était rectangulaire, là elle est carrée, et on a trouvé beaucoup de choses à l'intérieur. On a trouvé du mobilier, donc des objets qui ont été des objets brisés, perdus peut-être, qui ont été jetés ici. Alors des objets en verre, donc des bouteilles, ça c'est un pied de verre, il est assez élégant, il faut imaginer J'imagine le bon vin dedans. Voilà, il y a peut-être du bon vin dedans, effectivement. On a trouvé ici un outil en bois, peut-être une pelle ou quelque chose comme ça. Comme c'est humide, à Moissac, vous savez, le sous-sol est humide, donc ça conserve le bois et la matière organique, c'est formidable. Donc on a trouvé ça. Et puis on a trouvé ça, alors c'était un peu notre image mascotte, qui est un peu rigolo. Donc faut imaginer que c'était une assiette, une assez grande assiette. Je vous ai noté, du XVIIe siècle. Et puis au fond de l'assiette, il y avait une caricature. Donc vous la voyez ici. Vous avez repéré que c'était un personnage. Bon, il a un gros nez quand même, ce personnage. Il a un gros nez. Vous avez un chapeau avec une petite fleur. C'est un dessin un peu naïf. Mais si vous regardez bien, vous voyez que c'est un personnage qui a de la poitrine. Donc c'est une femme. Mais si vous regardez encore mieux, vous voyez que c'est un personnage qui a de la barbe aussi. Voilà, donc c'est une petite caricature qui a été un peu humoristique, qui est faite au fond de l'assiette. Ça existe, c'est connu, ce genre de choses, sur les histoires de travestissement, les pauvres qui sont riches, les riches qui sont pauvres. Vous voyez, c'est changer d'habit, voilà, ça ils aimaient bien, voilà, c'était un des standards humoristiques de cette période-là. C'est moins humoristique, mais on a aussi trouvé en dessous ces éléments-là des vestiges de l'utilisation de la fosse septique. Et qu'est-ce que c'est que les vestiges de l'utilisation de la fosse septique? Des excréments qui sont minéralisés. Voilà, en fait c'est des cacas minéralisés qu'on a trouvés ici. On est très content quand on est archéologue et qu'on trouve des cacas, parce qu'on peut avoir beaucoup d'informations sur ce que les gens mangeaient. Sur l'état sanitaire des gens aussi, s'ils avaient des maladies, s'ils avaient tout un tas de choses. Donc c'est en cours d'étude, ça va prendre du temps à étudier, parce que faut réunir des gens compétents ou des sous pour payer des gens, et voilà. C'est pas dans les priorités, mais on a mis ça de côté, ça va pouvoir donner des informations intéressantes. On a aussi des informations sur la façon dont étaient bâties les maisons contemporaines de cette fosse de latrine, donc du XVIIe siècle, mais aussi avant, de la fin du Moyen-Âge. Alors, les élévations ne sont pas conservées, on n'a pas les murs des maisons, on n'a pas la maison, vous voyez, qui a été enterrée, on n'a pas ça. On a les niveaux de fondation
ce qui suggère que le niveau de sol, aujourd'hui, si vous vous promenez, si vous allez dans ce quartier-là, le niveau de sol est à peu près le même que celui de la fin du Moyen-Âge. Le niveau de sol n'a pas augmenté. Donc on a des niveaux de fondation. Alors là, ça nous donne beaucoup de renseignements techniques sur comment on construisait. On est sur des terrains qui sont, vous savez, mous à Moissac. Et donc, comment on fait pour établir des maisons sans qu'elles s'enfoncent dans des terrains mous? Faut vraiment réfléchir aux fondations qu'on va faire. Donc là, ce qui a été choisi, c'est de faire des fondations assez profondes, vous voyez, mais discontinues. En fait, on a comme des plots de fondations, voilà, et sur ces plots, on pose le mur lui-même. Vous voyez, on en a d'autres ici. Vous voyez, on a construit une fondation ici, rien, sans doute pour des raisons d'économie, hein. On n'avait pas non plus les faire de manière continue. Et puis on en a ici aussi. Alors ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est que portaient ces fondations. Est-ce que c'était des murs en briques? Ça paraît peu probable parce que les fondations sont très peu importantes en réalité. C'est plus probable que ça portait des constructions en bois, du pan de bois. Et le pan de bois a été démonté, a disparu. Nous, on n'a plus que les fondations pour réfléchir. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, comme je vous l'ai déjà dit pour les Mazelles, pour l'autre fouille qui avait été faite entre 2015 et 2018, c'est qu'on a une très grande stabilité de l'organisation du parcellaire. Les parcelles d'aujourd'hui, beaucoup de limites de parcelles d'aujourd'hui sont des limites de parcelles qui existaient à la fin du Moyen-Âge, voire qui existaient au milieu du Moyen-Âge. Ce que vous voyez ici, le mur, vous vous souvenez, je vous avais montré ce mur parce qu'on le retrouvait aussi en élévation. Vous vous souvenez, c'est le même. Eh bien, ce mur, il est construit juste derrière un gros mur ici, vous voyez, avec ces grosses briques bien épaisses, qui repose sur un bout de mur ici, qui lui-même repose sur un autre mur ici. Donc il y a une succession comme ça de murs les uns sur les autres qui correspondent à des états de maisons ou de limites parcellaires les uns sur les autres. On en a identifié jusqu'à 7 superposés les uns sur les autres. Donc ça veut dire qu'on a maintenu l'organisation parcellaire pendant très longtemps. Alors les données de fouille elles-mêmes, parce que là, pour toute la séquence qui était ici, on a surtout des séquences de remblaiement, je vous ai dit, jusqu'au niveau de la fin du Moyen-Âge sur lesquels on marche grosso modo encore aujourd'hui. Mais sous ces niveaux de remblaiement, on a des niveaux d'occupation, donc des niveaux de vie en fait, d'aménagement. On en a 1, 2, 3 et sans doute un 4e un peu plus bas, mais qui n'est pas représenté ici, j'y reviendrai. Alors ces niveaux ne sont pas des niveaux de dallage ou de calade bien faits, ce sont des niveaux de terre. Donc les gens vivaient dans des bâtiments parce qu'on sait, et vous allez voir l'argument massu que j'ai pour dire ça, qu'on est à l'intérieur d'une maison. Alors c'est petit, hein. On a été obligé de poser ce qu'on appelle les banquettes, c'est-à-dire on a ouvert 5 mètres sur 5, mais au bout d'un moment, quand on a eu fouillé 1 mètre 20, 1 mètre 30, on ne pouvait plus continuer, c'est dangereux. Donc on est obligé de faire des paliers et de fouiller, mais forcément plus petits. Et donc là, on a fouillé environ 16 mètres carrés sans avoir de mur, sauf, c'est hors photo, juste au bas de la photo ici. Et donc, difficile de savoir dans quel espace on est, c'est petit. Mais je vous dis, c'est un niveau de sol intérieur, on le sait puisqu'on a trouvé des foyers. Vous voyez cette masse-là que vous avez sur l'image, ou celle-ci, alors j'ai mis des vues plus rapprochées. Vous voyez, en fait, on a disposé des fragments de tuiles, très proches les uns des autres, et puis on a mis un peu d'argile dessus, et c'est là-dessus qu'on faisait un foyer. Donc c'est un foyer ouvert, c'est pas une cheminée aménagée contre une paroi. C'est un foyer qui est fait, alors au milieu, je sais pas si c'est au milieu, mais à l'intérieur d'une pièce. Évidemment, on ne fait pas des choses comme ça dehors. Enfin, on les construit pas de cette manière-là. Il y en a un deuxième, vous voyez ici. Alors c'est curieux, il y avait de la paille qui était sous les fragments de tuiles. Pourquoi on n'a pas des cheminées ? C'est quand même plus commode d'avoir une cheminée. Il y a un conduit, les fumées s'évacuent plus facilement qu'un foyer. Vous imaginez, on fait un foyer dans une pièce là. Vous imaginez, on fait du feu là. On est enfumé très rapidement. Même si on imagine qu'on a une toiture faite avec de la paille ou du bois où il y a un peu ça respire un peu, on va dire. L'atmosphère est moins bon que si on avait une cheminée. Sauf si on ne peut pas construire de cheminée. Et pourquoi on ne pourrait pas construire de cheminée ? Parce qu'on a des murs en bois. Oui, évidemment. On ne va pas faire une cheminée contre un mur en bois, sinon ça ne marche pas très longtemps.
Effectivement, c'est bien ce qu'on a découvert. Je vous ai dit qu'il y avait une seule paroi de bâtiment qu'on avait pu reconnaître. Je vous avais dit qu'elle était au ras de la photo ici, que la photo ne permettait pas de la voir. Donc je vous montre une photo prise de l'autre côté. On a démonté les foyers là, ça y est, ils sont partis. Mais vous voyez, il y a quelque chose de tout noir ici. Ce sont les vestiges d'un bâtiment qu'on appelle sur sablière basse. Une sablière, donc c'est une poutre qui est horizontale. En fait, cette poutre horizontale, elle a été posée sur le sol. Normalement, souvent, on aménage ce qu'on appelle un solin, c'est-à-dire un tout petit muret, et on pose la sablière sur le muret. Ça permet que la sablière ne soit pas en contact avec la terre, et ça permet d'éviter qu'elle pourrisse. Ça permet d'étanchéifier, si vous voulez, la construction. Mais là, on ne l'a pas fait. On l'a posée directement sur le sol. Et on l'a placée, vous voyez, à un endroit qui a été repris par la suite par la construction de ce mur et repris par toutes les successions de murs que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc on a transformé en briques une limite qui existait auparavant en bois. Alors regardez comme c'est beau. On a cette sablière qui est ici, on a des poteaux, on en a un ici, on en a un oblique ici, et ces poteaux tiennent des planches. Donc il faut imaginer un bâtiment fait avec des planches posées les unes sur les autres, tenues par des poteaux, et des poteaux obliques, ce qu'on appelle des pièces de contreventement, pour éviter que tout s'effondre dans un sens ou dans l'autre. Donc regardez, il y a des assemblages qui sont ici, vous voyez, des éléments qui sont là. Bien sûr, on était très contents. Déjà parce que c'est rarement conservé. Souvent, ça pourrit. Le bois pourrit. Et là, si le bois avait pourri, tout aurait disparu. Il y aurait rien eu. On n'aurait même pas su qu'il y avait eu une limite. Il y aurait eu une paroi de bâtiment ici. Mais comme le bois a été conservé, on a pu avoir la chance de l'étudier, la chance de voir comment les pièces de bois étaient associées les unes aux autres, et bien sûr, la chance de le dater. On l'a coupé en morceaux, et puis on l'a envoyé à un labo qui étudie tout ça, et qui a permis d'observer que le bois qui a été coupé le plus récemment de toute cette structure, il l'a été en 1195. Donc la dernière coupe de bois qui a été faite pour mettre en place cet ensemble, c'est en 1195. Ça veut dire que ça a été construit en 1195 ou après. Sans doute pas longtemps après, parce qu'on ne va pas stocker du bois pendant très longtemps, surtout que c'est assez homogène. Est-ce qu'il était traité ? Non, on n'a pas vu de... Donc ça veut dire qu'on a une construction qui est postérieure, à mon avis contemporaine, très légèrement postérieure à 1195. Donc on a une construction du XIIe siècle, ici, en bois. Donc on peut l'associer avec les foyers, on peut recaler un certain nombre de choses. De l'autre côté, on a un alignement de poteaux qui est assez mal connu, mais qui montre clairement qu'on a affaire à une occupation différente. Donc, on a une occupation différente d'un côté et de l'autre, ce qui suggère de parler effectivement d'une paroi de bâtiment et pas d'une cloison, parce qu'on aurait pu avoir une cloison à l'intérieur d'une maison. Non, là, il s'agit vraiment du mur extérieur d'une maison ou d'un bâtiment. Le plus probable, c'est qu'il s'agisse d'une maison, mais les arguments manquent un peu. Donc vous voyez, on a deux limites qui sont collées l'une à l'autre ici, donc sans doute entre deux parcelles, une qu'on a fouillée et puis une autre qui est dans une zone qui reste à fouiller. Alors tout n'est pas compris, j'ai pas tout compris exactement comment ça fonctionnait. On a des petits creusements, des petits fossés. Donc est-ce que c'est des fossés liés à des aménagements, plutôt des tranchées de construction? Est-ce que c'est des tranchées de récupération? J'ai pas encore tout. Faudra que je revienne pour vous dire tout ce dont, le fonctionnement global. Alors ce niveau de sol, donc qui est ici, il a été aménagé sur un remblai. Donc, c'est-à-dire qu'il reposait sur un exhaussement de terre. On avait rapporté de la terre. Et ce remblai était posé sur un autre niveau de sol. Donc, il y avait un premier niveau de sol, celui que je vous montre ici en photo. Et puis, on a rajouté de la terre. On est venu sceller en fait ce niveau de sol et on a reconstruit celui que je viens de vous présenter avec ses foyers. Alors,
ce niveau de sol plus ancien, il a été recoupé lui-même par des structures qui sont assez mal connues. J'aurais peut-être pas dû en parler parce que là je suis en train du coup d'ajouter beaucoup de confusion. Des pièces de bois en tout cas, vous voyez, des pièces de bois en remploi. Donc il y a des traces d'assemblage entre ces pièces de bois. Bon, tout ça c'est en cours d'étude. Donc on en était, excusez-moi, j'aurais dû l'enlever. On en était à parler de ce niveau de sol là. C'est ce niveau de sol là qui a été remblayé, puis sur lequel on a aménagé le niveau de sol que je viens de vous présenter avec les foyers. Il est en cours de fouille ici. Alors il s'étend sur toute la zone de fouille, mais pour des raisons techniques, on l'a fouillé en 2 temps. Et vous le voyez ici. Alors vous remarquez qu'il a une couleur très particulière. Il est extrêmement noir, ce niveau de sol. Il y a des zones extrêmement noires, des zones un peu blanches et des zones un peu rouges. Tout ça, ça va dans le même sens. Des activités, il y a eu du feu. Le rouge, c'est quand il y a du feu, il y a le fer s'oxyde. Et vous savez que le fer, la rouille, c'est rouge. Voilà. Donc c'est ça. Le blanc, c'est de la cendre. Vous avez de la cendre ici. Et le noir, c'est des éléments carbonisés. Alors, il y a des choses qui montrent que ça a brûlé sur place, mais il y a aussi des choses qui ont été rapportées. La cendre a été rapportée. Donc il y a les pierres qui sont ici. C'est rare d'avoir des pierres. Vous savez que c'est pas une ville de pierre, Moissac. Ici, il y a 2 pierres bien taillées, mais très brûlées. Donc sans doute, elles servaient à supporter quelque chose qui était lié à une activité qui nécessitait de faire du feu. On ne sait pas trop quoi. On avait pensé que ça pouvait être une petite forge. Mais non, en fait, on n'a pas d'éléments qui vont dans ce sens-là. On ne sait pas trop, mais en tout cas, il y avait une activité qui nécessitait de faire du feu ici. Et du coup, il y a un certain nombre de restes brûlés qui ont été retrouvés sur ce sol. Voilà. Les activités ne sont pas encore bien définies, mais on a pas mal d'éléments. On a bon espoir de pouvoir dire de quelles activités il s'agira quand on aura tout étudié. Mais on a aussi des indices comme quoi il y a eu un incendie sur place. Donc on a fait du feu de manière volontaire, contrôlée on va dire, mais il y a aussi ça a brûlé. Ça a foutu le feu. Et peut-être que c'est ça qui a foutu le feu. Alors vous le voyez ici, il y a plein d'éléments un peu en vrac, des planches de bois carbonisées, des bouts de bois carbonisés. Alors regardez on a ici tout un tas de pièces de bois. Il y en a une qui est un peu plus évidente ici. Une pièce de bois, je ne sais pas si vous voyez bien. On a une poterie, ici, un gros vase qui est posé sur le sol, il est resté posé sur le sol. On a des objets, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vous montrerai des photos plus détaillées, des objets ici en bois qui ont été brûlés, et puis une limite. Ici, vous voyez en rouge là, une limite assez nette. Donc il y a des endroits qui ont brûlé, des endroits qui n'ont pas brûlé, il y a du bois carbonisé. Bon, des vestiges de l'incendie qui ont été laissés sur place, mais qui ne sont pas en place. C'est-à-dire que le bâtiment a brûlé, c'est sûr, on en est sûr. Mais quand l'incendie s'est arrêté, les gens sont revenus et ils ont trié. Ils ont récupéré tout ce qui était récupérable. Ils ont regardé, ils ont déplacé les choses. Ils ont peut-être nettoyé une partie qui est ici. Alors regardez les objets qu'on a pu trouver. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Ici, on a une sorte de rondelle en bois. Vous voyez, c'est en charbon. Qui est ici. Alors il s'agit vraisemblablement d'une fusaïole en bois. Vous savez ce que c'est qu'une fusaïole, hein, vous en avez ici. C'est pas à moi ça que ça, c'est pour vous montrer de quoi il s'agit ici. Donc ça veut dire que les gens dans la maison faisaient un peu de tissage. Vraisemblablement, on a d'autres choses. Ah, vous vous souvenez, la poterie que je vous montrais ici, elle est quand même très très grosse. Ici, bon, sans doute elle s'était brisée. Les gens ils ont dit non, ça je ramasse pas, c'est n'importe quoi, ça a brûlé, c'est cassé. Voilà, je le laisse parce que de toute façon, on va remblayer pour construire un nouveau sol. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé après. On a trouvé un objet assez remarquable aussi. Alors, c'est un peu moche comme ça, hein, mais je vous assure que c'est super. C'est un peigne. C'est un peigne en bois.
Vous voyez le départ des dents ici, et puis là vous avez des départs de dents plus fines. C'est assez courant au Moyen-Âge, où on a des peignes rectangulaires comme ça, puis des dents un peu grosses, puis des dents un peu plus fines ici. Alors d'un côté, vous le voyez, il est en bois avec ces petits décors de ronds concentriques ici, et puis de l'autre côté, il a brûlé. Donc il a brûlé, en fait, puisqu'il est brûlé que d'un côté, il a brûlé, il devait être posé au sol ou posé quelque part, et il a brûlé que sur une face. Et ce qui nous dit qu'en fait on est réintervenu sur le site une fois qu'il a eu brûlé, c'est qu'on a trouvé des objets qui étaient posés à l'envers, c'est-à-dire la face brûlée était contre le sol et la face non brûlée à l'extérieur. Donc ce qui montre bien que on avait retourné des pièces, on avait trié, voilà. Donc on est à la fin du XIIe siècle. Et ici on est à la fin du XIIe siècle sur une maison, vraisemblablement. Sauf que si on compare avec les données qu'on avait récupérées du site des Mazelles, à la fin du XIIe siècle, on n'avait pas tout à fait ça. À la fin du XIIe siècle, on avait plutôt cette zone humide. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça ? Il faut penser que c'est peut-être pas homogène. On n'a peut-être pas la même chose sur toute l'étendue de l'agglomération de Moissac. Il peut y avoir des endroits qui sont déjà plus urbanisés, que d'autres qui le sont un peu moins, que des zones peut-être périphériques à des maisons sont moins structurées, moins occupées que d'autres, et qu'on peut avoir des choses finalement assez hétérogènes. Mais ça revient à s'interroger sur le développement urbain, et ça fait surtout prendre beaucoup de recul et se dire que une fouille, ce qu'on observe à un endroit ponctuel de la ville, c'est peut-être pas généralisable à l'échelle de toute la ville. Alors je continue ma liste d'objets assez remarquables. On a trouvé du tissu, c'est très fragile de trouver du tissu d'un point de vue archéologique, du tissu du XIIe siècle. Vous voyez ici la trame du tissu, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est le tissage. Voilà, vous en avez un autre ici, c'est tissé de manière différente, c'est tissé en chevron. Voilà, donc ça il faudra regarder ces choses-là. On a trouvé un peu d'objets en cuir, si vous avez la pointe d'une semelle de chaussure. Vous voyez, des éléments qui correspondent sans doute à des activités spécifiques, des concentrations de graines brûlées, etc. Tout ça, il faudra, on est en train de l'étudier. Des vestiges de construction en bois, notamment ces planches. Vous voyez, c'est une planche ici, puis il y a une partie courbe ici. En fait, elles sont faites pour s'encastrer les unes dans les autres. Comme ça, comme ce schéma-là. Et ça, on l'avait déjà trouvé sur le parking de la rue des Mazelles, réutilisé pour le pressoir. On avait trouvé ça, mais on les avait trouvés plutôt pour la première moitié du XIIIe siècle. Là, on est avant. C'est connu ailleurs, c'est connu par exemple à Saint-Denis, mais c'est très mal documenté, c'est connu très ponctuellement. Et si vous voulez vraiment des éléments de comparaison, il faut plutôt aller en Angleterre ou dans le nord de l'Europe pour avoir des choses qui sont conservées de cette manière-là. Alors l'incendie. L'incendie, on a des éléments, des arguments, du bois qu'on peut associer à l'incendie. Et on sait que l'incendie, il est intervenu après 1155. Comme je vous ai dit que le niveau d'après avec ces sablières, là, vous vous souvenez, ça a été construit après 1195. Bon, grosso modo, si on ne veut pas rentrer trop dans les détails, on est dans la seconde moitié du XIIe siècle. Donc le niveau incendié, voilà, il est là, le niveau de Saint-Incendié est là, et quand on a fouillé en dessous, quand on a enlevé les éléments brûlés, le charbon et tout ça, et bien là ça a été la grande traversée du désert sur le chantier, puisque on avait un très épais remblai, alors vous voyez, surtout argileux, il y avait plein de cailloux en partie basse, mais c'était très très... Vous voyez, la mire là, elle fait 40 cm je crois, donc vous voyez, ça fait le double, ça fait 80 cm qu'on a dû enlever à la main, comme ça, sans rien trouver. Donc là, c'était le grand moment de désespoir. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'on enlevait ce remblai, quand même, on a réussi à dégager toute cette structure en bois, qui est une structure vraiment extraordinaire, qui est composée de poteaux. Alors vous en avez un ici, les autres, ils sont hors de la zone de fouille, mais on les a vus en plan. Donc des poteaux qui ont des rainures sur les côtés et qui permettaient d'encastrer des planches. Le trou que vous avez ici, c'est vraiment un trou qui a été fait après, il y a un trou qui a été percé après, qui a recoupé, mais ce qu'il faut imaginer, c'était une structure de cette nature. C'est pas le schéma de la fouille, c'est pris d'un autre site,
vous avez ces poteaux et ces bois là qui coulissent les uns dans les autres. Là encore, on a fait dater par dendrochronologie. Et donc on sait qu'on a une construction qui est postérieure à 1142. Donc une construction sans doute du milieu du XIIe siècle. Alors c'est tout à fait exceptionnel, là encore, hein, si on veut comparer, il faut aller dans des endroits vraiment extraordinaires, des villes comme Londres, où il y a eu beaucoup d'opérations archéologiques, il y a un milieu humide qui permet de conserver ça. Il n'y a pas de choses comparables en milieu urbain. Il y en a un pas très loin d'ici, à Pineuil, en Gironde, où donc, cette structure a été trouvée, mais ça date de l'an 1000. Mais c'est très rare d'avoir ces choses de conserver. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'à Moissac, il y a une architecture très rare, très particulière, qu'on ne retrouverait pas ailleurs, ou est-ce qu'à Moissac, le sous-sol de la ville permet une conservation extraordinaire des vestiges? Vous voyez? Est-ce que ce sont les vestiges qui sont extraordinaires, ou les conditions de conservation de ces vestiges? Évidemment, moi je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse, c'est qu'à Moissac, c'est vraiment formidable le fait que ce soit humide, ça permet de conserver des tas de choses. En réalité, des maisons construites en planches de bois, vous en avez certaines qui sont représentées, qui sont dessinées. Vous voyez, cette maison, elle est pas faite en briques, où on voit très bien les planches de bois et les clous pour les assembler. On en a même quelques-unes conservées, alors il faut aller dans des régions très différentes des nôtres, il faut aller en Autriche. Vous avez des maisons qui sont en bois, mais qui datent du Moyen-Âge. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors par contre, cette paroi-là, on n'avait pas le sol du bâtiment qui fonctionnait avec, et c'est le tout dernier jour. C'est toujours comme ça. Tout dernier jour, on a trouvé, sans pouvoir le fouiller, en prélevant un poteau, on a trouvé, je ne sais pas si vous voyez ici, un sol qui est sous les cailloux. Donc on sait au moins quelle était la hauteur du niveau de sol qui fonctionnait avec ce bâtiment. On pense probablement qu'il s'agissait là encore d'une maison. Donc voilà la somme du travail. Vous voyez, on arrive au fond. Donc on ne s'est pas arrêté parce qu'il n'y avait plus rien, on s'est arrêté parce qu'on ne pouvait plus aller plus bas, et puis on n'avait plus le temps non plus par rapport à comment on avait programmé l'opération. Mais il y a encore plein de choses à voir. Peut-être qu'on n'aurait pas continué non plus, puisqu'on a eu un sérieux orage le tout dernier jour. Voilà, il y a la moitié du site qui s'est effondré, tout ça, bon, c'était terrible. Alors, les recherches n'ont pas concerné que ce site, même si c'était vraiment le gros des éléments mis au jour. L'église Saint-Martin, le parking de la rue des Mazelles, le site que je viens de vous présenter, qui se situe ici, la fouille de Patrice Georges, qui se situe ici, et puis je vous avais parlé tout à l'heure de l'opération qu'on avait faite, il y a maintenant, c'était en 2018, qu'on a faite donc à proximité du mur dit de la ville, le mur qui passe ici, on le voit bien, hein, le mur de la ville, il a laissé sa marque dans le tissu urbain. Donc c'est cette maison qu'on avait commencé à étudier, vous voyez, on a fait les relevés, et puis à l'intérieur on avait fait des sondages en 2 temps, en septembre 2017 ceux qui sont en bleu, et puis en 2018, alors c'est une croix mais en fait c'est qu'on a agrandi celui qui est ici. On sait, grâce à l'étude des textes, qu'il y avait des maisons ici au moins en 1480, parce qu'on a un livre d'estime en 1480 qui fait un point fiscal sur sur les biens de la ville de Moissac, enfin dans la ville de Moissac, et on sait qu'il y a des maisons, c'est un peu difficile à établir précisément où, mais on sait qu'il y a des maisons tout le long, et qu'il y a le mur de la ville qui est mentionné, les maisons sont construites contre le mur de la ville. Grâce aux éléments qu'on a pu découvrir, on sait qu'il y avait bien une maison ici, mais elle a complètement, enfin la maison décrite en 1480 a complètement disparu. N'en est conservé que des murs en briques, comme celui-ci, qui correspondent en fait aux vestiges d'une cave. En fait, c'était une maison qui bénéficiait d'une cave. La maison a été démolie, la cave a été remblayée, et on a construit la maison que vous connaissez, qu'on peut aller voir de nos jours, dans la rue, alors il ne faut pas que je me trompe, la rue Tourneuve. Alors, et ce rempart, alors, comment il fonctionne? Eh bien, là, on a été très surpris de s'apercevoir que le rempart, on a fouillé au pied du rempart, là, on est dans la maison, on a fouillé au pied du rempart, eh bien, il n'est pas très profond.
On se dit, c'est bizarre. Et puis surtout, il est moins profond que la cave de la maison. Ah, on a commencé à s'interroger sur ça, on a regardé le mur, et en fait, on voit déjà que c'est très complexe. Bon, toutes les fenêtres, la plupart des fenêtres ont été percées, mais on voit qu'il y a plusieurs assemblages de maçonnerie les uns avec les autres. On a réussi à trouver des charbons qui étaient pris dans le mortier qui permet de lier les briques. Et on a fait dater ces charbons. On en a daté plusieurs. Et ils sont à peu près unanimes. On ne peut pas faire remonter la construction de ce mur avant 1489. Donc après le compois de 1480. Pourtant, le compois de 1480 dit qu'il y a un mur, le mur de la ville. Eh bien oui, mais le mur de la ville, à cet endroit-là, on l'a reconstruit. Et en poursuivant l'étude, donc vous voyez tous ces remblais dans la cave, qui sont ici, là, tous ces niveaux-là sont des remblais dans la cave, on s'est aperçu qu'on pouvait mettre en connexion la construction de la maison en pan de bois telle qu'on la connaît aujourd'hui et la construction du gros mur contre lequel elle s'appuie. La construction de la maison, on l'a fait dater par dendrochronologie, on sait qu'elle a été construite vraisemblablement, donc soit en 1489-90 avec une reprise en 1496 ou en 1496. En tout cas, parce qu'il peut y avoir des flottements, vous savez, dans le temps d'utilisation du bois, etc. On est à l'extrême fin du XVe siècle, en tout cas après le compois de 1480, et à ce moment-là, il existe bien un rempart avec des maisons, mais sauf qu'on détruit, en tout cas à cet emplacement-là, le rempart et la maison, on reconstruit un gros mur et on reconstruit des maisons appuyées contre. On a reconstruit le mur et on a construit la maison en même temps. Donc on a recomposé cet espace. Peut-être qu'il existait un vrai rempart avant, un vrai ouvrage militaire, mais qu'en 1480, on est après la guerre de 100 ans, on n'a plus besoin de se défendre comme avant, ou peut-être que les fortifications sont abîmées, peut-être que la maison était en ruine, les fortifications abîmées. En tout cas, on reprend ce quartier et on le reprend en reconstruisant une grosse partie des maisons, en faisant un lotissement. Donc on décide de manière coordonnée d'aménager tout un ensemble de maisons ici. Donc vous voyez, vous pouvez pas aller en pèlerinage sur le rempart médiéval de Moissac là-bas, c'est plus tout à fait lui. Hein. C'est bien son emplacement, probablement, mais il a été rebâti. Alors, plus récemment, on s'est intéressé à une autre rempart, une autre limite, le mur de clôture de l'abbaye. On se rapproche doucement de l'abbaye. Vous connaissez la rue du Cul-Roussol, vous savez qu'il y a même un projet d'aménagement pour détruire des maisons, rue du Cul-Roussol. Je me suis intéressé à cet emplacement, parce qu'en fait, c'est un emplacement que vous connaissez tous et qui a dû tous retenir votre attention. C'est le mur qui est ici. Vous savez, donc il y a la rue du Cul-Roussol est ici. Il y a une porte, qui est aménagée ici. Et puis là, vous êtes dans le jardin à côté du palais abbatial, l'ancien palais abbatial. Et vous avez, si vous avez franchi cette porte, vous avez déjà remarqué que le mur, donc avec la porte ici dont on parle, il présente, vous avez tous repéré, des arcs, mais qui sont moitié enterrés. C'est bizarre quand même. C'est pas un arc, moi je veux bien, mais des arcs comme ça, il y a quelque chose à dire. Donc vous voyez, pareil, comme d'habitude, je fais l'étude de bâti, je décortique tous les éléments de maçonnerie, et puis j'ai poussé l'étude en comparant ce qui avait déjà été fait, mais pas tout à fait, pas avec les mêmes conclusions que moi, avec des documents anciens, et notamment cette vue de Beauménil, qui représente de manière un peu juste, mais en même temps pas trop juste, la tour du palais abbatial, ici. Vous la reconnaissez, la tour du palais abbatial ? Alors, il y en a qui disent non, c'est pas là. Enfin, si, c'est là, c'est la tour du palais abbatial. Et vous avez ici des arcs. Des arcs qui sont ici. Avec pas mal d'espace entre les deux pour mettre une double colonne. Il y a pas mal d'espace entre les deux. Il y a de quoi mettre des doubles colonnes. Et on a plusieurs arguments pour dire que ces arcs étaient ouverts. Alors, mais c'est un mur, on dit que c'est le mur de clôture de l'abbaye, en tout cas en 1480. Mais en même temps, il y a des arcs qui sont ouverts. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai étudié aussi l'autre revers du mur, donc il y a plusieurs indices comme quoi des maisons ont été construites ici dès le Moyen-Âge, parce que les maisons qui sont ici, elles sont du 19e siècle, mais il y avait des maisons dès le Moyen-Âge. Bref, voilà, donc plusieurs éléments, et puis les maisons du 19e siècle. Là aussi, pas facile d'étudier ces maisons, vous voyez, c'est un peu le bazar. L'hypothèse à laquelle je suis arrivé, c'est que en fait, le mur qui est ici, ça a bien été un mur de clôture quand on a décidé de boucher ces arcs,
mais qu'auparavant, ce n'était pas un mur de clôture. Et quand vous avez plein d'arcs comme ça fait plus penser à une galerie. Et que, l'hypothèse que j'ai, c'est qu'en fait, la limite de l'abbaye n'était pas ici, mais elle était plutôt ici, et que tout l'espace qui est ici, c'était l'intérieur d'une galerie, qui était ouvert de ce côté-là, qui était fermé ici. Vous voyez, comme une galerie, et qu'en fait, les maisons ont été construites dans la galerie, dans vraiment l'emprise de la galerie. Donc ça, c'est assez curieux, ça dit beaucoup de choses sur les limites de l'abbaye. Et donc ces maisons vont être démolies, il va y avoir une petite opération archéologique au printemps. Et donc, Ça va commencer juste après l'élection. on m'a demandé mon avis, on m'a demandé d'y participer, et donc j'ai proposé cette hypothèse dont je vous fais part, et donc on va essayer de faire une tranchée jusqu'à toucher ce mur pour essayer de voir si on n'a pas des niveaux qui pourraient aller dans le sens d'une ancienne galerie ici, selon un modèle qui n'est pas si loin que ça du modèle clunisien, des abbayes clunisiennes, où il n'y a pas que le cloître qui a des galeries, il y a d'autres parties de l'abbaye qui ont des galeries, notamment autour de l'infirmerie ou de la chapelle de tous les saints qui était aménagée ici. Bref, il est possible d'avoir des galeries de circulation dans ce secteur-là. Voilà, donc une piste nouvelle, vous voyez, une piste qui a été levée aussi par l'archéologie du bâti, par l'étude des murs qui nous sont familiers, qu'on voit souvent. Et ça serait normal que le mur extérieur soit plus fin que le mur, en fait, le mur extérieur, ça c'est des murs du 19e siècle, le mur extérieur il a disparu. Et j'espère justement qu'on pourra l'attraper grâce à la petite fouille qui va avoir lieu. Donc on en est là. Il y a eu d'autres opérations qui ont été réalisées, mais qui ne sont pas de mon ressort, qui ont été réalisées par Joris Moron, qui travaille sur les lotissements, qui a travaillé sur les lotissements à Moissac en plusieurs points. Et puis il y a aussi d'autres travaux qui ne sont pas de mon ressort non plus, qui ont été faits par Angélique Van de Lutgarden, qui travaille, elle, sur la question des aqueducs. Peut-être vous les avez déjà vus ou entendu parler. Donc Joris qui a travaillé sur les lotissements, donc celui de la rue Tourneuve, mais aussi à d'autres endroits. Comment ont été construites les maisons, pourquoi, dans quelle chronologie. Et puis Angélique qui essaie de comprendre les structures assez complexes d'aqueducs, avec une très longue histoire de ces aqueducs. C'est des structures pas faciles à appréhender. Donc qui fait son travail de Master 2, donc un travail universitaire, pour essayer notamment précisément sur cet aqueduc-là. S'approche aussi un peu de l'abbaye, mais plus par le bâti, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Tout n'a pas été dit, loin de là, sur l'abbaye. Alors, tous les chercheurs disent ça, tout n'a pas été dit sur tel... Mais là, il y a des choses évidentes. Le palais abbatial de Moissac n'a pas été étudié. Il n'a jamais été étudié en tant que tel. Les peintures qui sont dans la tour ont été étudiées, sont connues, mais le bâtiment lui-même, il n'a jamais été examiné comme ça devrait l'être. L'espace où on est ici, ça n'a jamais été étudié aussi finement que ça mériterait de l'être. Vous avez peut-être pris l'escalier pour venir. Ici, vous avez un mur. Bon, c'est un mur en briques. Alors c'est vrai qu'un mur en briques, ça ressemble à un mur en briques. Mais là, il y a des peintures. Je sais pas, vous sortirez, vous regarderez les peintures ici. Il faudrait examiner toutes ces choses. Alors souvent, je viens avec des étudiants et puis pour leur apprendre à faire justement des relevés, à regarder les murs, on fait des bouts de relevés, mais on ne fait pas d'études complètes. On ne va jamais jusqu'à l'étude complète. Il faudrait, au bout d'un moment, y aller, parce que je pense là encore que ça permettrait de voir à peu de frais, sans faire de fouilles, sans creuser, ça permettrait d'avoir pas mal de renseignements. Donc ici, donc on attend les résultats de la fouille de Patrice Georges pour pouvoir les confronter vraiment à ce qu'on a découvert ici et plus récemment ici, vous vous souvenez. Bon, un jour il faudra regarder aussi vraiment reprendre cette fois-ci tout le dossier de l'abbaye avec une lecture d'archéologues sur le bâti, ce qu'on appelle l'archéologie du bâti. Alors j'ai des collègues qui ont déjà commencé. Alors là il y a beaucoup d'historiographie, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Ce sera sans doute pas moi qui le fera, mais ça mériterait d'être repris pour une étude totale de Moissac. Il faudrait aussi s'intéresser sur à ce quartier-là, ce qui est difficile d'accès parce qu'en fait il a été reconstruit après la crue de 1930, mais il est intéressant parce qu'il est en dehors, de l'enceinte de la ville,
qui est ici. Mais en même temps, on sait qu'il y avait une enceinte par ici aussi. Donc c'est un espace intermédiaire pour le développement de la ville. Ça mériterait de l'explorer. Donc je terminerai en disant que moi je milite pour une étude totale, c'est ce que je disais, de la ville, donc des aspects très précis des conditions de vie des gens depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, de comment ils ont structuré leur maison, où est-ce qu'ils se sont installés, à quel rythme ils se sont installés, dans quel environnement ils se sont installés, cette fameuse zone humide, l'histoire du marais, des terrains vagues à l'intérieur de la ville, les rythmes d'agrandissement de la ville, marqués par la construction ou les reconstructions du rempart, et puis bien sûr l'habit. Il faudrait regarder tout ça en lumière les uns des autres. C'est un travail énorme qu'il y a à faire, voilà, mais il faut le prendre petit à petit, il ne faut pas se décourager, et puis il faut travailler sur toutes les données. Alors, l'été prochain, je fouillerai pas, je continuerai pas en fouillant. Alors ça va un peu à l'encontre de ce que je dis là, où je suis très, très dynamique, vous voyez, pour faire plein de choses. Je dis non, je vais pas le faire. Non, parce que j'avais besoin de faire une pause pour solder un certain nombre de choses. J'ai beaucoup de choses, j'ai un certain nombre de choses en retard. Vous savez, je fais mes rapports, je viens vous présenter les choses, mais il faut aussi faire des publications, ça prend du temps. Il y a des études que j'avais dit que je ferais et puis que j'ai pas eu le temps de faire. Donc j'avais besoin de faire une pause avant, j'espère, de pouvoir rebondir et puis continuer dans cette direction pour travailler non plus uniquement sur l'abbaye, mais l'abbaye et l'agglomération qu'elle a générée de l'Antiquité, même s'il n'y a pas d'agglomération dans l'Antiquité, mais depuis Saint-Martin jusqu'à aujourd'hui. Voilà où on en est pour l'instant. Bon, déménager en fait. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie Bastien Lefebvre pour l'intérêt, la pertinence de sa présentation et aussi l'aspect très pédagogique. Grâce aux images, la mise en page, on comprend très bien toute l'évolution et toutes les strates, ce qui vont être très complexe, surtout quand on n'est pas sur la zone de fouille. Donc c'est vraiment à chaque fois très intéressant.